pour répondre un peu tardivement à votre question, pourquoi la Hongrie? Parce que c'est le pays en Europe, membre de l'Union européenne, et d'ailleurs ça lui pose pas mal de soucis, qui a des relations diplomatiques avec la Russie, qui continue à acheter son pétrole aux Russes, aux grandes dames d'ailleurs de Donald Trump, qui avait demandé à la Russie, à la Hongrie et à la Slovaquie de cesser ces pratiques. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Et aujourd'hui, on a quand même une très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, très bonne nouvelle. On vient de dépasser le score des 500 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors, je vous le dis vraiment du fond du cœur, merci à tous de cette attention, de cette fidélité, du fait d'être chaque semaine, en découvrant nos contenus, être revenus plus nombreux la semaine suivante. Là, je crois que le dernier mois, on était à plus de 1000 abonnés par jour supplémentaires. Et c'est ce qui nous a permis de dépasser ce score. Score inespéré jusqu'à il y a, on va dire, il y a 2 ans. Moi, je ne croyais pas qu'on pourrait atteindre un jour un tel score. Voilà. Et ben, on est humblement très... on vous remercie vraiment du fond du cœur pour ça. Et puis, on se dit... on est en route pour le million maintenant. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Bon, alors, après cette très bonne nouvelle, revenons sur l'actualité. Ce jeudi, Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait à nouveau Vladimir Poutine à Budapest dans les prochains jours chez le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Pour commencer, Régis, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Budapest ? Alors, c'est très intéressant. La dernière allusion à Viktor Orban que Donald Trump a faite en public, c'était au moment du sommet de Sharm el-Sheikh. Vous savez, il a pris l'habitude avec les dirigeants internationaux, surtout avec les Européens et Zelensky aussi, de distribuer les bons points. Il fait une petite présentation, il parle de l'un, de l'autre. Là, en l'occurrence, on a retenu, surtout à Sharm el-Sheikh, qu'il avait un petit peu humilié le Premier ministre britannique Keir Starmer en le faisant venir et en ne lui donnant pas le micro, qu'il avait fait l'éloge de Giorgia Meloni, qu'il avait dit à Macron « Ah, il n'est pas derrière moi, il n'est pas sur la photo, il se fait discret ». Et on n'a pas retenu, mais moi j'ai regardé l'intégralité de cette séquence. À la fin, il dit, ou au début d'ailleurs, je crois, il dit où est Victor, Victor, et il dit Viktor Orban. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas, mais moi je l'aime et il n'y a que ça qui compte. Voilà ce que dit Donald Trump. Et donc, est-ce que déjà à l'époque, il avait dans l'idée de proposer à Poutine une rencontre en Hongrie? Est-ce que ça avait déjà cheminé dans sa tête? Je n'en sais rien. Ce qui est en tout cas intéressant, c'est qu'à chaque fois que les tensions se crispent entre la Russie et les États-Unis, pratiquement, 2 fois de suite, puisque on va reparler d'Anchorage un petit peu de la première rencontre, il y a une proposition de rencontre. Alors, on a oublié aussi qu'avant Anchorage, donc le 15 août dernier, Donald Trump avait déjà mis une pression énorme, par exemple, sur un pays comme l'Inde, en lui appliquant des tarifs exorbitants, des tarifs de douane, pour empêcher l'Inde d'écouler le pétrole russe. Là, c'est parti. À nouveau, Trump est revenu à la charge. Aurait eu, d'après lui, de Narendra Modi, le Premier ministre indien, des garanties comme quoi l'Inde cesserait d'écouler le pétrole russe. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est pas confirmé du point de vue de l'Inde, mais en tout cas, c'est une période de tension qui débouche par un coup de fil, qui débouche par une proposition de rencontre. En l'occurrence, la dernière fois, c'était plutôt Steve Witkoff qui était allé à Moscou, auquel Poutine avait proposé de rencontrer Trump
Immédiatement, le choix d'Anchorage était venu assez naturellement, puisque c'est vraiment là où les deux pays sont les plus proches, Russie et États-Unis. Et ça s'était fait avec, cette fois-là, la conséquence que les États-Unis se rapprochent de la Russie. Et là, dans cette période de tension, j'ai essayé de regarder si c'était Poutine qui avait proposé la rencontre. On n'arrive pas très bien à savoir, mais en tout cas, l'idée d'une rencontre a été évoquée pendant cette longue conversation, et le nom de Viktor Orban et le choix de la Hongrie est arrivé comme, on va dire, un petit peu naturellement. Alors, pour répondre un peu tardivement à votre question, pourquoi la Hongrie? Parce que c'est le pays en Europe, membre de l'Union européenne, et d'ailleurs, ça lui pose pas mal de soucis, qui a des relations diplomatiques avec la Russie, qui continue à acheter son pétrole aux Russes, aux grandes dames d'ailleurs de Donald Trump, qui avait demandé à la Hongrie et à la Slovaquie de cesser ces pratiques. Bref, c'est le pays qui fait la jonction, et ça ne fait pas beaucoup plaisir à Madame von der Leyen, qui régulièrement montre du doigt cette même Hongrie. Des parlementaires européens, d'ailleurs, ont proposé que la Hongrie, en raison justement de ce double jeu est accusée finalement de faire le jeu de Poutine, qu'elle soit exclue de l'Union européenne ou mise à l'index. Voilà. Et donc là, Trump, finalement, globalement semble aller dans le sens de Zelensky, puisqu'il a entendu l'appel du président ukrainien à plus d'armes, et notamment les fameux missiles Tomahawk, qui pourraient aider l'Ukraine à frapper la Russie dans la profondeur. En réalité, Trump est revenu sur cette idée hier soir dans une conférence de presse, expliquant qu'il en avait parlé à Poutine et que Poutine n'y était pas du tout favorable, ce dont on se doute. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump propose un plan de victoire à Zelensky, c'est comme ça que c'est intitulé, pour montrer qu'il est du côté des Ukrainiens, et dans le même temps, il appelle Poutine et il propose une rencontre en tête-à-tête chez Orban. Il y a toujours chez Trump on va dire, cette tergiversation entre deux positions, qui est le soutien inconditionnel à l'Ukraine avec les Européens qui achètent les armes, et la possibilité d'explorer ou de continuer des relations diplomatiques démarrées quasiment dès le début de son deuxième mandat avec la Russie. Il y a une dualité chez Trump qui fait que d'un côté, il va vers Zelensky et de l'autre, il va vers Poutine. Alors revenons à ce coup de téléphone. Donald Trump a déclaré que d'importants progrès avaient été réalisés avec le président Vladimir Poutine. Cette affirmation du président américain est-elle fondée? Alors, il déclare, vous remarquerez avec Trump, c'est que dès qu'il a une conversation avec quelqu'un, c'est toujours une extraordinaire conversation, il y a toujours d'importants progrès, et quand on va dans le dur, on se rend compte que, en dehors du déclaratif, il n'y a pas grand-chose qui s'était dit pendant cette conversation. Et sur justement les Tomahawks, Donald Trump a expliqué Utchakov a expliqué que Poutine, évidemment, n'y était pas favorable, mais ça, je l'ai déjà dit, et que ça ne serait pas et Poutine a expliqué à Trump que de toute façon, ça ne changerait rien sur le champ de bataille. C'est une de ces énièmes armes envoyées depuis le début du conflit, et qui sont censées être ce qu'on appelle des game changers en anglais, et qui en réalité, parce qu'ils sont trop peu nombreux, parce qu'il n'y en a pas suffisamment, ou parce qu'ils sont utilisés à contre-emploi, ne changent rien vraiment sur le champ de bataille. Les Tomahawks sont des missiles maritimes, donc qui doivent être, dont les rampes de lancement prioritaires sont sur des bateaux, des navires en général. Donc il va falloir créer des installations pour pouvoir les lancer. Effectivement, c'est une arme redoutable qui peut permettre aux Ukrainiens de frapper la Russie, mais comme les attaques MS avant, les Storm Shadow, les Scalp français, finalement, en trop petite quantité, ça ne suffit pas pour, on va dire, changer quelque chose dans cette guerre. Et donc, de toute façon, Donald Trump a expliqué que il y avait des missiles Tomahawk pour les États-Unis, et qu'il ne voulait pas handicaper la défense des États-Unis en donnant ces missiles à l'Ukraine. Donc
c'est quelque chose qui a été agité comme souvent et qui finalement termine par un projet qui ne se réalise pas. Bon, alors pour terminer, Régis, et vous en avez déjà aussi un peu parlé, mais après avoir contribué à instaurer un cessez-le-feu à Gaza, est-ce que Donald Trump pourrait-il parvenir à obtenir un accord similaire entre la Russie et l'Ukraine? Ouais, s'il le fait, ça sera le roi du monde. Je veux dire, ça va faire taire toutes les critiques vis-à-vis de Donald Trump. D'ailleurs, on voit bien que même depuis Gaza, on commence à voir les choses, à voir Donald Trump. Il y a moins de voix qui protestent sur son action, y compris aux États-Unis, sa politique migratoire, le renvoi des étrangers, ces attaques contre les centres universitaires, contre les doctrines woke dispensées dans les centres universitaires et l'imposition d'une nouvelle doxa Trump aux États-Unis. Tout ça qui nourrissait quelque peu l'opposition, en particulier les démocrates aux États-Unis, n'a plus voix au chapitre à cause de ce premier succès à Gaza. Si Trump arrive à faire la même chose pour l'Ukraine, je pense que là, on aura progressé. Il ne faut pas oublier qu'avant son élection, on était au bord de la Troisième Guerre mondiale, que parfois on y retourne à ce bord de Troisième Guerre mondiale, mais que de plus en plus, et c'est ça, je conclurai là-dessus, le discours de Trump et sa politique de main tendue, ferme, mais de main tendue à des acteurs comme le Hamas, à des acteurs comme Poutine, prouve que par la négociation, en ayant une puissance derrière, on peut arriver à des résultats. On verra ce que ça donnera pour Poutine, mais ça semble être un peu en porte-à-faux avec les déclarations d'Ursula von der Leyen, d'Emmanuel Macron, sur le danger de la Russie, sur la préparation à la guerre. C'est quand même Ursula von der Leyen qui nous a expliqué qu'en 2030, l'Europe serait prête à une guerre contre la Russie, comme si c'était presque un objectif. Donc voilà, en mettant évidemment, en soulignant les attaques indirectes orchestrées par la Russie sur le territoire européen, qui quand on fait le bilan depuis le soi-disant brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen en Bulgarie, jusqu'au drone au-dessus du Danemark, et même la controverse autour des drones russes, cette fois avérés, qui avaient franchi la frontière polonaise en septembre dernier. Tout ça montre que, oui, il y a certes une tension, mais elle n'est pas nécessairement entretenue par les Russes. Il y a aussi les Européens qui, voilà, ont tendance à, dès qu'on voit un drone aujourd'hui dans le ciel à côté d'une base, on a l'impression que les Russes nous attaquent. On est quand même dans une situation où les Russes ne sont certes pas des enfants de cœur, ni des innocents, et aiment bien provoquer, mais on n'est pas au bord de la Troisième Guerre mondiale, comme semble sous-entendre Madame von der Leyen. Donc le discours belliqueux des Européens est un peu en porte-à-faux par rapport à ces deux succès obtenus par Trump à Gaza et, on va dire, ce redémarrage implicite du processus de paix avec cette rencontre, des négociations en tout cas, avec cette rencontre prochaine à Budapest dont on n'a pas encore la date. Voilà. Merci beaucoup Régis pour toutes vos réponses. Merci Joséphine. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous dit à très bientôt.